Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie du top 20 des comics abandonnés. Bon, ce coup-ci on met pas de générique et tout ça, et on direct dans le cœur du sujet. Numéro 10, les crossovers intercompagnie. Oui, je sais, encore un truc où il y a plusieurs comics, je triche comme un malade. Mais d'un autre côté, ça vous fait plus de comics à découvrir aussi. Je suis un grand fan des crossovers intercompagnie. Il y a un petit frisson d'interdit transgressé et un goût de ça n'aurait jamais dû arriver qui m'attire toujours dans ces histoires. On va commencer ces présentations par la rencontre de deux encapés, Batman et Spawn. Mais vous allez me dire, sans doute avec une voix meilleure que ça, certes, on a déjà eu des comics avec Spawn et Batman, 2 fois même. Et je vous répondrai que oui, mais ça n'empêche en rien le fait que la troisième rencontre a été prévue et n'a pas existé au final. Cette histoire aurait dû être écrite et ancrée par le papa de Spawn en personne, Todd McFarlane, et dessinée par Greg Capullo, qui des années après ce projet abandonné, décidera à son tour la série principale, Batman. Elle est quand même bien faite la vie tout de même. Bon, pas beaucoup plus de détails sur le projet, mais comme j'aime bien les deux personnages, je me suis dit que j'avais envie de la mentionner. Passons maintenant à du plus croustillant, des crossovers entre DC et Marvel abandonnés. Séquence souvenir. En 1982, sans un véritable succès des ventes, Marvel and DC present The Uncanny X-Men and the New Teen Titans #1. Oui non, alors autant la concision ils connaissent pas, autant l'idée de mixer les deux équipes les plus populaires de l'époque, forcément ça marche. Très vite une suite est mise en chantier, cette fois écrite par l'équipe créative des Teen Titans, Marv Wolfman et George Pérez, avec dans l'idée de sortir la suite pour Noël 1983. Seulement vous vous en doutez bien, on ne va rien avoir du tout. Et pourquoi ça? Eh bien tout simplement à cause d'un autre crossover, celui entre la Ligue de Justice et les Avengers. Et oh boy, on va s'amuser. Qui travaille sur ce crossover? Déjà deux éditeurs, Dick Giordano chez DC et Jim Shooter chez Marvel. Ensuite George Pérez est pris du crossover entre les Titans et les X-Men pour dessiner finalement cette histoire, avec un scénario pitché par Jerry Conway et écrit par Roy Thomas. Pourquoi Jerry Conway doit pitcher l'idée? Parce qu'il a déjà travaillé sur les Avengers et sur la Ligue de Justice, donc il connaît déjà tous les persos. Le pitch nous parle d'ailleurs d'une alliance entre le Lord of Time de chez DC et Kang le Conquérant chez Marvel, qui vont pousser les héros des deux univers à combattre afin de récupérer des pierres cheloues qui donnent pouvoir sur le temps. Jim Shooter de chez Marvel, il n'est pas tout à fait d'accord, il comprend pas très bien les motivations de chacun, et qu'est-ce que c'est que ce bordel? Seulement Pérez, il a déjà commencé à dessiner. Faut le comprendre en même temps, dessiner c'est son boulot. Et on vient en plus de lui enlever du projet sur les Teen Titans et les X-Men, je veux dire, il a envie de dessiner, le gars. Mais Shooter, il est pas content. Il a envoyé des lettres et a eu Dick Giordano de la maison d'en face au téléphone, qui a dit qu'on allait refaire le script et qui a bien précisé que l'acceptation du scénario de la part de Marvel ne viendrait que par forme écrite. Faut dire aussi que d'après les échos qu'il a entendus, le père Pérez, c'est 20 pages qu'on dit qu'il a déjà dessiné. Et Shooter, il a toujours pas vu de script refait, hein. Et quand on lui envoie, c'est la stupeur pour lui, il y a eu que quelques changements mineurs, malgré le temps écoulé de quelques mois. Shooter est désolé, mais il répond qu'il faut tout reprendre depuis le début. Alors là, il faut que je vous explique un truc. Dans les temps immémoriaux, où Internet n'existait pas encore, les magazines servaient aussi à publier des lettres et autres avis d'éditeurs, artistes et autres, afin de faire connaître aux lecteurs l'avancement des différents projets. Et Dick Giordano de chez DC, il est pas content, car sa lettre a été tronquée dans la revue Marvel Age 19. Elle contenait des explications de la part de Dick Giordano, disant qu'il avait demandé à Pérez de commencer à dessiner pour gagner du temps, puisque certains changements avaient été acceptés au téléphone, que ce n'était pas son souhait d'ignorer les remarques de Marvel, qui lui demande de reconsidérer éventuellement son choix de tout recommencer car on devrait changer totalement l'équipe créative, que l'histoire semble faire sens à pas mal de gens, même du côté de Marvel, et surtout de lui demander d'envoyer une liste des détails qui ne marchent pas selon lui et des suggestions éventuelles. Car il aurait du mal à changer ce qui ne va pas selon Shooter s'il ne sait pas ce qui ne marche pas selon Shooter. La dite liste des problèmes arrive ensuite chez DC. Roy Thomas réécrit l'histoire en conséquence et le script est envoyé à Marvel. Pas de nouvelles pendant 2 mois. Profitant d'une convention, Giordano de chez DC va voir Shooter de chez Marvel pour lui demander ce qu'il en est et lui redonner une copie, au cas où. Par contre, dans un article, Marvel dit n'avoir reçu le script qu'à partir de cette convention. Ce qui paraît bizarre à Giordano qui l'a remis en main propre chez Marvel. Environ 1 mois après, aucune réponse. George Pérez en a marre et se retire du projet. 1 mois et des poussières après, DC reçoit encore une lettre avec des modifications à faire. Surtout des problèmes sur la continuité des personnages à l'époque, comme des habiletés perdues ou autres. En disant que si ces points sont réglés, ça va, on peut faire l'histoire.
Mais il faut trouver un nouvel artiste et Don Heck semble être un choix acceptable chez les deux maisons. George Pérez, il est vraiment pas content, il est même un peu furax, il pense que Shooter a tout fait pour le faire partir du projet. Bon, Shooter de son côté s'en défend bien sûr, et petit à petit le projet meurt, chaque camp accusant l'autre de le laisser dans l'attente. Une critique de 2003 dans le numéro 1 de Back Issue dira, et je ne suis on ne peut plus d'accord avec lui, si je dois trouver un coupable, c'est l'incompatibilité éditoriale entre les deux. Et bien sûr, tous les autres projets entre les deux maisons d'édition sont annulés. Au revoir X-Men et Teen Titans. Et au revoir aussi à tous les possibles crossovers pendant au moins 10 ans. Il aura fallu attendre 1994 et le crossover entre Batman et Punisher, Lake of Fire, pour enfin revoir les deux maisons d'édition travailler ensemble sur un crossover. On dit au revoir à 10 ans de possibles comics. 10 ans. Ça fout un coup. Numéro 9. Black Sails. En 2004, le duo d'Ed Brubaker et de Shane Phillips annonce chez IDW un projet nommé Black Sails. Alors il n'y a aucun rapport avec la série qui passe actuellement... Oh, putain, si, il y a un rapport parce que c'est tous les deux des trucs sur les pirates, mais sinon il n'y a aucun rapport. Le projet aurait consisté en une mini-série d'horreur de 3 numéros de 32 pages chacun, à propos de pirates vampires qui s'approprient le vaisseau pirate sur lequel navigue Dracula en personne. Ah oui, carrément, hein. On aurait dû avoir un jeu sympa sur la brume, élément du mythe des vampires, et des fonctions de camouflage pour le bateau, histoire de se la jouer hollandais volant. L'idée était pour les auteurs de s'amuser à faire quelque chose de fun et court avant de s'embarquer sur une série super longue. Seulement il se passa deux choses. D'une, Brubaker signait un contrat d'exclusivité avec Marvel, avec tout de même une clause lui permettant de réaliser les projets déjà prévus. Donc Black Sails pouvait techniquement toujours se faire. Mais à la même époque, il y a eu déjà plusieurs idées de vampires pirates. Et les deux auteurs ont décidé d'arrêter le projet et de se concentrer plutôt sur Criminal, une série policière bien sympa qui verra le jour du coup chez Marvel Icon, à cause du contrat d'exclusivité. Et depuis ce jour, nul n'a plus jamais revu flotter à l'horizon le sinistre pavillon des vampirates de Black Sails. Numéro 8. Murder Bullets. Connaissez-vous le dessinateur James Tokoe? Oh allez, il a fait les séries Orkstein et il a travaillé sur pas mal de comics Godzilla. Bon ok, vous voulez des références plus mainstream. Bon bah il a fait les couvertures pour les séries Battle War de Secret Wars. Mais c'est vraiment pas représentatif de son boulot. Le comics dont je vais vous parler a une histoire plutôt surprenante, je vous préviens de base. James Tokoe a reçu une demande d'un éditeur, lui demandant d'écrire pour une anthologie une histoire courte sur le thème « La dernière histoire que vous voudriez écrire ». Prenant littéralement le sujet, il écrit 8 pages sur un personnage qui dessine un comics dans un monde post-apocalyptique afin d'atteindre le paradis. Avec aussi un élan enchaîné sur des toilettes pour une quelconque raison. Et l'ami James s'est mis à se demander comment ce monde et cette situation auraient pu arriver. Il a commencé alors à inventer toute une backstory avec, je cite, des voyages dans le temps, des mutants, des combats au couteau et des gangs de dauphins cybernétiques dans les rues. James Tokoe a réalisé 100 pages, complété, fini, un colorier, lettré, tout, en faisant un prologue. Un prologue de 100 pages. Pour un projet qui aurait dû compter 5 chapitres. Malheureusement, après avoir réalisé ce prologue, l'ami James a décidé plutôt de se consacrer à une autre série, Orkstein. Mais en 2010, il a décidé de balancer sur internet, gratos, les 100 pages du prologue réalisé. Ce prologue est le plus joyeux bordel que j'ai jamais lu de ma vie et je suis horriblement frustré de ne pas voir la suite. Franchement, si vous êtes amateur de concepts un peu barrés et pourtant de graphismes absolument merveilleux et maîtrisés, je vous recommande la lecture du prologue. Vraiment, ça va vous laisser sur les rotules à vouloir la suite, mais allez-y quoi, je veux dire, vraiment c'est une expérience. Si jamais ce projet n'est pas plus haut sur ce top, c'est parce que j'ai un affect plus particulier avec certains projets et personnages qu'on y retrouve, plutôt qu'avec des nouvelles créations. Forcément j'ai un affect, je connais ces personnages, j'ai envie d'avoir la suite, j'ai envie d'avoir de nouvelles aventures avec eux. C'est juste pour ça que Murder Bullets est à cette place et pas plus haut. Numéro 7, un run sur Aquaman. Pour une fois, on va pas parler d'un simple graphic novel ou autre court récit. Non, on va parler d'un run en entier, c'est-à-dire le temps que passe un artiste à travailler sur le personnage à la suite, c'est-à-dire les séries. Oui, et sur Aquaman. Oui. C'est en 2003 que Mark Waid et Mike Wieringo, qui avaient déjà leur actif des runs sur Flash et les 4 Fantastiques, veulent reprendre la série Aquaman.
Le pitch est superbe. Voyez-vous, Mark Waid en a vraiment marre de voir tout le monde se foutre de la gueule d'Aquaman. Et que du coup, tous les auteurs ne cessent de le rendre de plus en plus sombre pour éviter qu'on se foute de sa gueule. Ben, vous avez qu'à regarder ce qu'on fait aujourd'hui par exemple. Et qu'on commençait à perdre l'essence originelle du personnage. L'idée c'était plutôt que d'accentuer le côté la mer peut être terrifiante et dangereuse, il voulait plutôt mettre l'accent sur le côté au calme, pacifique, qui calme les gens. L'idée était de réussir à faire accepter cela au lecteur, et le style un peu cartoonesque de Mike Wieringo était bien sûr idéal pour réussir cet exploit. Bien sûr, DC refusa, ce qui n'empêcha pas Mark Waid de revenir à la charge plusieurs fois. Malheureusement, aujourd'hui, le projet est définitivement abandonné, tout simplement parce que le co-créateur Mike Wieringo est décédé en 2007. C'est d'ailleurs en hommage posthume à son ami que Mark Waid a sorti le pitch sur internet, à la disposition de tous. Ça veut dire aussi qu'on verra jamais le Captain Marvel de Mike Wieringo et ça me rend triste. Et je pense que j'ai jeté un froid là, non ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se réchauffer ? On peut parler d'Alan Moore, non ? Ça réchauffe toujours les petites insultes. Numéro 6, Twilight of the Super-Heroes. Et non, il n'y a rien à voir avec les vampires disco qui brillent sous le jour, ok ? Oui, aujourd'hui en cuisine, nous allons voir ce qui arrive quand on mélange Alan Moore, papa de Watchmen et V pour Vendetta, à un projet super-héroïque de DC Comics. Hop. On mélange. Bien. On fait bien tourner le tout. Hop. Et on obtient... que dalle. Bah oui, ce comic s'était annulé. Qu'est-ce que vous croyez ? Crédule. Bon, un peu plus sérieusement, en 1987, Alan Moore est chargé par DC Comics de réaliser un gros crossover entre ses héros. Moore décide alors de baser son histoire dans le futur, où les super-héros ont créé des familles, des maisons, un peu comme les familles dans Game of Thrones, si vous voulez un exemple récent. Et l'idée est de montrer l'affrontement final entre ces titans en s'inspirant du Ragnarok de la mythologie nordique. En effet, le projet est né des réflexions de Moore sur le monde des super-héros, et il en a retiré qu'un des problèmes des super-héros était le manque de fin définitive, le fait qu'ils continuaient sans arrêt et que cela ternissait leur propre mythologie. Moore s'appuyait notamment sur le succès récent du Dark Knight Returns de Miller pour formuler cette théorie. Oui, un event de super-héros naît d'une réflexion sur le médium et pas juste d'une idée qui peut potentiellement faire vendre. Ah oui, non, ça c'est sûr, aujourd'hui on n'a plus l'habitude, c'est un autre niveau, On aurait dû avoir des versions du futur de John Constantine et Rip Hunter qui arriveraient dans le présent pour changer le tout, ce qui permettrait de les faire apparaître dans les autres titres de l'époque, et ainsi de créer un lien avec l'event. L'event, lui, nous raconte surtout l'histoire du mariage entre la maison de l'acier, à savoir celle de Superman, et la maison de la foudre, à savoir celle de Shazam, Captain Marvel. Le problème, c'est que les autres maisons voient techniquement les deux plus grandes maisons s'unir et devenir infiniment plus fortes, et forcément, ça dégénère en conflit ouvert. La fin aurait dû résulter en une humanité sans super-héros aucun, à savoir exactement ce que voulaient Constantine et Rip Hunter. On aurait dû voir le retour du multivers, la possibilité que plusieurs versions des personnages existent en même temps, et aussi, forcément, des héros bien sombres et torturés, du Alan Moore, On ne sait pas trop pourquoi le projet n'a pas vu le jour, mis à part la brouille qui bien sûr aura lieu entre Moore et DC à propos des droits d'auteur et des royalties, notamment sur Watchmen. Néanmoins, l'œuvre a une certaine influence au fil du temps. L'idée des voyageurs du temps sera reprise dans l'event de 1991 chez DC, Armageddon 2001. Kingdom Come reprendra un futur bien sombre pour les héros, le concept de l'hypertemps ressemblera un peu à ce que Moore aurait souhaité, et le multivers reviendra bien plus tard lors de la maxi-série 52. Mais bordel, ça change rien au fait que je veux quand même lire cette histoire. Alan Moore est un formidable conteur, et le voir raconter une telle histoire sur des personnages que j'adore, je ne peux qu'enrager de ne pas pouvoir la lire. Enfin, j'enrage moins que le gâchis qui va suivre. Numéro 5, DC Love and War, appelé aussi Trinity Year One. Oui, je sais ce que vous allez me dire, il existe déjà un Love and War chez DC, qui est consacré à Nightwing. Il en existe même chez Marvel, comme on a sur Daredevil ou encore sur Hercule. Oui, mais j'y peux rien si le projet a le même nom. Ce projet avait tout pour être excellent. Jeff Loeb au scénario, Paul Smith au dessin et l'idée de faire une Year One pour la Trinity de DC, à savoir Batman, Superman et Wonder Woman. Tenez, regardez cette case, et dites-moi que vous n'avez pas envie de voir cette histoire avec une telle complicité apparente entre les trois héros. Vous voulez savoir ce qui a fait que le projet n'est pas sorti ? Vous voulez le savoir ? Le costume de Wonder Woman.
Le costume de Wonder Woman. Et oui, que voulez-vous, nous sommes dans les 90s et DC tient absolument à avoir une Wonder Woman qui porte bien moins de vêtements, à savoir un costume qui montre ses formes en haut et en bas. Au nord et au sud, comme le dit si joliment Paul Smith, pour une réalité bien moins glamour. Seulement Paul Smith est un homme classe, qui refuse de dépeindre une femme qui n'aurait pour seul mérite d'être des boobs sur pattes. Il tente d'argumenter sur le fait qu'elle sort à peine de l'adolescence, que c'est le look qu'elle porte lors de ses débuts dans la continuité actuelle. Rien à faire. Paul Smith s'en va, la mort dans l'âme, et le projet perdu à tout jamais. Tout ça pour montrer du boost parce que ça fait vendre. Non franchement je suis dégoûté, le projet avait l'air génial, les dessins sont superbes et tout. Tout ça parce qu'il y a des gros doigts éditoriaux qui sont venus en disant mais elle est trop habillée, enfin les lecteurs sont cons, ils ne veulent pas ça, enfin, ils veulent des formes, tout ça. Quel intérêt au personnage si ce n'est ses formes, hein? Non franchement, chers éditeurs de chez DC, dont je n'ai malheureusement pas les noms, je vous offre mon plus sincère dégoût et ma haine la plus profonde. D'ailleurs, je suis tellement en run que je vais sans doute faire une petite pause ici, parce qu'il faut aussi avouer que ça commence à faire une petite durée cette émission, et donc on se retrouve donc dans la troisième partie, qui aura donc le numéro 4 à 1. Voilà. Ne devait pas sembler à ça, mais alors pas du tout. On aurait pu avoir tout ça bien avant. Et j'en suis dégoûté, c'est normal, parce que le scénario a pas mal circulé. Qu'est-ce que tu veux que je le mette pas en numéro 1, moi? S'il y a des éléments qui vous ont paru familiers, c'est normal.